Ce qui est intéressant aussi, même passionnant, c'est qu'on voit un vrai risque pour la télévision, si elle ne se rend pas accessible, de fuite de ces téléspectateurs vers d'autres médias, notamment vers Internet. Après, on peut discuter pendant très longtemps, qu'est-ce que la télévision, qu'est-ce qu'Internet, jusqu'où ça va fusionner, ça va diverger, etc. Peu importe. En tout état de cause, le temps passé devant le poste de télévision à regarder la télé, il y a un vrai risque de fuite, là, en termes de quantité de téléspectateurs. J'ai ensuite, je vais inviter à parler Nadège, qui a déjà parlé tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec son point de vue, elle vous le racontera, mais avec son point de vue d'association représentative de personnes handicapées, elle vient à l'appui des propos de Yamshid. Et ce qui a transparu aussi dans notre conversation quand on a préparé la table ronde, c'est qu'il y a un réel enjeu d'usage de nouvelles technologies pour rapprocher maintenant à nouveau le téléspectateur de la télé, puisqu'on a vu qu'il s'en est éloigné. Exactement. Je ne veux pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais ce que j'avais envie de dire en complétant un peu ce que vient de dire Yamshid, c'est qu'on peut penser que les nouvelles technologies vont permettre un meilleur accès au contenu pour les personnes handicapées. Or, ce n'est pas toujours le cas. Au contraire, quand les technologies évoluent, elles peuvent aussi perdre en cours de route les éléments d'accessibilité qui avaient été pris en compte. Et là, je vais prendre l'exemple de la télévision numérique, que je pense Yamshid a déjà un peu expliqué, où il y a eu le développement de la télévision analogue, où on a commencé à incorporer l'audiodescription, les sous-titres, etc. Et quand on est passé à la télévision numérique, ce qui est en train de se faire en France et en Europe d'ici la fin de 2012, on a vu ces écrans qui sont devenus noirs pour les personnes malvoyantes et aveugles, qui aujourd'hui ne peuvent plus utiliser leur télévision comme elles pouvaient le faire avec l'analogique. Donc c'est au moment des sauts technologiques qu'on peut se dire « Ah ben on va progresser, ça va être mieux ». Plus de personnes en situation de handicap vont pouvoir en profiter. Et en fait, on se rend compte que l'accessibilité, c'est quelque chose qu'il faut sans cesse répéter, sur lequel il faut sans cesse sensibiliser les différents acteurs, de manière à ne pas oublier cette dimension et à perdre les personnes qui regardent la télévision en situation de handicap. Et là, la deuxième chose sur laquelle dont je voudrais discuter aussi, c'est le fait que avec une Europe vieillissante, avec la population européenne, française qui vieillit, avec cette notion un peu de vague grise qui arrive, les constructeurs de télévision ou les personnes qui diffusent les programmes de télévision se disent « Ah, le marché est en train de s'ouvrir, on va pouvoir... il y a un vrai marché, il y a un nombre de téléspectateurs potentiels plus importants, donc on va développer ces modalités d'accessibilité. » Et alors, à la fois, c'est quelque chose de super pour les personnes handicapées parce qu'ils vont avoir accès plus facilement à plus de biens, plus de services audiovisuels, mais en même temps, on a tendance à oublier les jeunes ou les adultes qui ne sont pas encore devenus des personnes âgées, en pensant l'accessibilité et les programmes. Donc il faut aussi prendre en compte le fait tout le panel des personnes en situation de handicap. Voilà. Depuis février 2010, sur les chaînes, ce qu'on appelle les chaînes hertziennes, on va essayer de faire simple, parce que ça peut être compliqué, mais on va essayer de faire simple. Les chaînes hertziennes dont Canal+ fait partie, c'est 100% de leur temps d'antenne qui doit être sous-titré. Sur les chaînes qui sont diffusées par la TNT, c'est 40% du temps d'antenne. Et sur les chaînes du câble et du satellite, les petites chaînes, c'est 20% du temps d'antenne. Donc ça correspond bien à ces obligations, à l'importance des chaînes, à leurs moyens aussi économiques. On a quelques exceptions. On a la chaîne iTélé, que vous connaissez certainement, une chaîne d'information qui, elle, doit diffuser un magazine en langue des signes quotidien, 7 jours sur 7. La journée pour l'information est partagée entre les 3 chaînes d'information de la TNT qui sont, du câble plutôt, qui sont LCI et BFM. Donc chacun, on a une tranche matin, après-midi et soir, et on diffuse notre magazine dans notre tranche. On a une chaîne qui s'appelle Infosport, qui est la chaîne d'information de sport. Elle est aussi contrainte à un magazine en langue des signes quotidien, un journal en langue des signes quotidien. Nous avons Piwi, qui est une chaîne qui s'adresse aux enfants entre 3 et 6 ans. Alors eux, avec le CSA, on s'est mis d'accord pour ne pas diffuser de sous-titres.
pour des raisons évidentes de lecture, de rapidité de lecture, mais plutôt on a décidé donc de faire un magazine en langue des signes, un magazine d'apprentissage de la langue des signes. C'est aussi un magazine quotidien d'un format court qui apprend aux enfants le langage des signes. Et puis aussi une série hebdomadaire en langue des signes, c'est donc une série, souvent une série d'animations traduites en langue des signes. La dernière exception, c'est Sport Plus, une chaîne de sport qui, elle, doit diffuser l'ensemble des matchs où apparaissent des équipes de France, donc sous-titrés, avec un minimum de 25 matchs par an. Voilà, donc ça, c'est les obligations que nous avons. Donc ça représente, notamment sur Canal, pas mal de nouvelles prestations pour nous. Ce qu'il faut dire sur le sous-titrage, on a rencontré deux difficultés majeures pour mettre en place le sous-titrage conformément à ces obligations. D'une part, sur le stock, les programmes de stock, c'est évidemment l'importance du nombre de programmes concernés, surtout sur le démarrage, où aucun producteur, aucun distributeur nous livrait ces sous-titres, donc nous avons été obligés de les fabriquer. Ça a été compliqué, un petit peu long à mettre en place. On a pris à peu près une année pour stabiliser ces process. Et puis évidemment, pour Canal+, exclusivement, le sous-titrage des émissions en live. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne connaissait pas du tout. On a été s'inspirer de ce qu'on faisait en Angleterre, puisque là-bas, les obligations ils sont très très en avance sur nous pour tout ce qui concerne l'accessibilité. Et on fait... et on fait réaliser donc ce sous-titrage par des prestataires. Nous avons choisi le fait de choisir plusieurs prestataires. On en a 3 qui se partagent la journée et qui nous fournissent ce sous-titrage. Donc le sous-titrage live, il nécessite une grande coordination au niveau des équipes de production de Canal+, les équipes de sport et les équipes de production de divertissement, la régie finale et les prestataires. Il faut savoir que c'est une communication quotidienne, permanente, avant les émissions. On prépare ces émissions, on envoie énormément de données éditoriales aux prestataires pour qu'ils puissent préparer le sous-titrage live. Donc ça, c'est pas mal de process aussi qu'on a mis en place et qui ont mis du temps à se stabiliser. Je crois que maintenant, on est à peu près... c'est à peu près stable. Qu'est-ce qu'on peut dire sur la particularité du sous-titrage? C'est tout. Par rapport au coût, je ne vais pas rentrer dans le détail évidemment des tarifs pratiqués. On a été un petit peu critiqué au début sur la mise en place du sous-titrage parce qu'on a voulu négocier les tarifs, puisque avant, disons que les versions en sourd et malentendant, c'était assez exceptionnel sur les chaînes de télé, donc on avait des tarifs qui étaient liés à cette rareté. Étant donné que maintenant on a multiplié le sous-titrage, on a évidemment demandé un effort aux prestataires sur le sous-titrage de stock, bien évidemment, et sur le sous-titrage live, on a changé de technologie puisqu'on est passé, je pense que c'est de ça que tu voulais parler, de la sténotypie, qui était une méthode pour pratiquer du sous-titrage en direct qu'on utilisait avant quand on faisait une émission par semaine. Et depuis que nous devons donc sous-titrer l'ensemble de nos émissions quotidiennement, la sténotypie ne permettait plus, le prestataire qui nous faisait ça à l'époque n'a pas pu, si vous voulez, répondre à la volumétrie dont nous avions besoin sur l'antenne de Canal. De diffuser un programme par mois depuis septembre jusqu'à décembre 2012. Donc nous allons passer à un programme par semaine à partir de janvier 2013. Nous avons donc étudié de près ce qu'on appelait l'audiodescription, et donc comme tous les marchés qui débutent, c'est toujours un petit peu vague, les choses ne sont pas bien définies, et quand on a besoin de les mettre en œuvre dans un process régulier, nous avons besoin de préciser comment ça se fait, qui le fait, quels sont les auteurs, les comédiens qui sont susceptibles de pouvoir, ou les prestataires qui sont susceptibles de pouvoir nous fabriquer cette audio-description. La réflexion qu'on a eue en interne, c'est de considérer que l'audio-description, c'était vraiment indispensable que la fabrication de ces versions remonte au niveau des productions
que ce soit du cinéma, de la fiction qu'on produit, ou des documentaires, enfin de toutes ces productions. Il est difficile pour nous en interne, et comme toutes les chaînes de télé, on se rencontre sur ces sujets, d'intégrer la fabrication de ces versions parce qu'elles ont un côté artistique et nous n'avons pas de personnel à l'intérieur des diffuseurs qui sont susceptibles de pouvoir prendre ces décisions artistiques sur les films. L'audiodescription, c'est vraiment l'adaptation de l'œuvre. On a vu dans les extraits qu'il y a donc effectivement un auteur qui travaille pour écrire les textes. Ces textes doivent se caler dans les moments où il n'y a pas de dialogue. Là, sur les extraits qu'on a vus, il y avait peu de dialogue, mais souvent dans les films, il y a énormément de dialogue, donc c'est pas facile de caler. Donc il faut des auteurs habitués à ce genre d'exercice. Et après, il faut choisir une voix et enregistrer la voix, donc toucher au mixage du film. Alors la voix, il y a plusieurs avis. Il y en a qui considèrent que la voix, il faut qu'elle ait un lien avec le film, c'est-à-dire que le comédien joue un peu la comédie quand il raconte l'histoire. Donc là, c'est une vraie adaptation de l'œuvre. D'autres personnes pensent au contraire qu'il faut que la voix reste totalement discrète, qu'elle donne juste des indications, qu'elle n'est pas là pour donner, si vous voulez, accentuer l'effet comique ou l'effet dramatique d'une œuvre. Donc ça, c'est des choses encore qui sont en cours de discussion. Je ne suis pas sûr qu'on fera le tour aujourd'hui de ces questions. Ce qu'on pense pour l'audiodescription, c'était valable pour les sous-titres. Je pense qu'il est important de commencer, de mettre cela en place dans les chaînes. Comme je vous ai expliqué, pour le sous-titrage, c'est assez compliqué quand on industrialise comme ça des process. Il y a un temps de monter en charge. Donc là, c'est ce qu'on est en train de faire avec l'audiodescription. Voilà. Une dernière chose, je voulais signaler qu'il y avait quand même des hotlines. J'entendais parler tout à l'heure, moi je connais moins bien la distribution, mais en termes d'installation de ça, il y a des hotlines spécialisées, alors notamment pour les sourds et malentendants. À Canal+, sur le site Canal, il y a vraiment tout un espace réservé à une hotline qui se traduit soit par une communication écrite par Internet, soit par des échanges d'images en langue des signes. Donc il y a quelqu'un qui peut interpréter. Donc, voilà, c'est des choses qui existent. Il y a aussi le magazine des abonnés qui s'édite en braille depuis 25 ans maintenant. Alors c'est pas assez connu, j'ai l'impression, mais ça existe quand même.